aujourd'hui un dernier film dans notre discussion, je serai prêt à en tirer une morale. Rubinstein cite Susan Sontag parlant des films de Jean-Luc Godard. Dans les films de Godard, les choses présentent un caractère totalement aliéné. En général, elles sont utilisées avec indifférence, sans habileté ni maladresse. Elles sont simplement là. Les objets existent, a écrit Godard, et si on leur accorde un soin plus attentif qu'aux personnes, c'est qu'ils existent justement plus que ces personnes. Les objets morts sont toujours vivants. Les personnes vivantes sont souvent déjà mortes. Je ne connais cette citation de Godard qu'énoncée de sa voix, ou à mi-voix, celle du narrateur de 2 ou 3 choses que je sais d'elle, 1967. Nous savons qu'il faudrait se garder de croire entièrement à la vérité d'une remarque de ce narrateur, ne serait-ce que parce qu'il met en doute de manière récurrente ses propres remarques. 2 ou 3 choses que je sais d'elle, réalisé la même année que Belle de jour, est également un film qui parle d'une bourgeoisie qui passe ses après-midi à se prostituer et qui établit un lien tout aussi explicite entre des interrogations sur l'identité de cette femme et des spéculations sur la nature et l'existence du monde extérieur. Ce film contient une juxtaposition d'objets filmés dont le caractère extraordinaire a été relevé par le cinéaste Alfred Guzzetti. Alternant avec des plans de la femme et d'un certain nombre d'autres personnes dans un café, la caméra nous montre par des plans en plongée de plus en plus rapprochés une tasse de café agitée encore par les remous d'une cuillère, où elle finit par se perdre tandis que les vaguelettes du liquide vont jusqu'à remplir en tourbillonnant tout le rectangle de l'écran du scope. La bande de son s'élève à un degré de méditation poétisante qui s'accorde avec l'envie que nous avons de doter cette image du pouvoir d'évoquer le tourbillon de l'univers, et donc la question de son origine et de sa fin. Puis le plan suivant nous montre le barman, plutôt vulgaire, remplissant un petit verre d'alcool, puis tirant au robinet de pression un demi de bière qui occupe à son tour le rectangle de l'écran. Une des lectures possibles de cette juxtaposition de l'univers dans une tasse et du barman, c'est d'y voir une ironie à l'égard de notre désir d'une méditation poétique sur les origines de l'univers, alors que nous ne savons même pas la provenance de la bière et du café que nous buvons sur Terre. Nous les buvons dans des endroits réels, que des personnes réelles ont construits dans ce but précis, et ils nous sont servis par des personnes réelles dont la subsistance dépend de leur valeur marchande. Nous pourrions, entre autres choses, nous demander si l'étincelante machine à pression que le barman manipule, tout en observant la scène de la méditation, est un commentaire sur l'idée de caméra. La morale que je tire est la suivante. Pour répondre à la question qu'advient-il des objets quand ils sont filmés et projetés, de même qu'à celle-ci, qu'advient-il de personnes données, de lieux précis, de sujets et de motifs, quand ils sont filmés par tel ou tel cinéaste individuel? Il n'existe qu'une seule source de données, l'apparition et la signification de ces objets, de ces personnes, que l'on trouvera en fait dans la suite de films ou de passages de films qui comptent pour nous. Exprimer ces apparitions, définir leur signification, formuler enfin les raisons pour lesquelles ces films comptent. Voilà des actes qui aident à constituer ce que nous pourrions appeler la critique de cinéma. Alors, expliquer comment ces apparitions, ces significations, cette importance, ces événements spécifiques à la photogenèse sont rendus possibles absolument par la photogenèse générale qui s'accomplit dans le cinéma, et par le fait, comme je l'ai plus ou moins formulé, dans la projection du monde, que sur l'écran les objets sont toujours déjà déplacés, trouvés, c'est-à-dire que nous, spectateurs, sommes toujours déplacés devant eux. Ce serait une manière d'entreprendre ce que nous pourrions appeler la théorie du cinéma. Ce que le cinéma sait du bien. Dans un film d'Eric Rohmer, Le Rayon Vert, 1986, sorti aux États-Unis sous le titre Summer, ce qui le lie clairement à son chef-d'œuvre, un cycle de 4 films qui ont chacun le nom d'une saison, dont le dernier, Conte d'automne, est sorti il y a quelques années. Une femme quitte nonchalamment une conversation avec de nouveaux amis dans leur jardin après dîner et au cours d'une balade sans événement le long de routes de campagne, se retrouve seule et perdue en sanglots au milieu d'arbres secoués par le vent qui se lève. Dans un film récent de Jim Jarmusch, Ghost Dog, La voix du samouraï 2003, une petite fille noire de 8 ou 9 ans peut-être, à qui un grand homme noir, mystérieux assis sur un banc dans un parc a donné
donner un livre sur lequel il voudrait avoir son opinion. Vient à peine de rendre le livre et de lui donner son opinion lorsque l'homme est appelé dans la rue par un homme blanc qui tire sur lui. L'homme noir, que l'on avait vu vider son pistolet de son chargeur, cherche à l'atteindre dans son manteau et le lance dans la direction de la jeune fille. L'homme blanc tire encore 2 coups de feu et l'homme noir tombe mort. Alors que l'assassin se retourne et s'enfuit à toute allure, comme effrayé par cette absence de résistance, la jeune fille ramasse le pistolet de son ami, vise et fait feu dans le dos de l'assassin. Au moment où retentit le clic du chargeur qui se vide, l'homme en fuite vacille, momentanément, puis se redresse et entre dans une voiture qui l'attendait. Dans His Girl Friday, la dame du vendredi, de Howard Hawks, ce qui appartient au genre de film que j'appelle comédie du remariage, le cynisme d'un membre anonyme d'un groupe de reporters qui couvre une exécution politique est réduit au silence quand l'un d'entre eux lit à voix haute une page d'un article inachevé et écrit du point de vue de la victime et abandonné dans la machine à écrire de leur camarade, joué par Rosalind Russell, de retour depuis peu, qui a quitté la pièce avec l'ami de la victime, que les journalistes hommes harcelaient. Un autre journaliste entre et fait remarquer « Je ne crois pas que ce soit bien éthique de lire le travail des autres ». À quoi un autre membre anonyme du groupe réplique « D'où est-ce que tu sors ce truc d'éthique? Tu es bien le seul à gober ça ». J'espère montrer que ces moments appartiennent à un cercle d'intérêt qui définit ce que je veux dire en parlant dans le titre de ce chapitre du bien au cinéma. En acceptant de traiter de la philosophie morale en relation avec le cinéma, je me suis évidemment senti libre de l'interpréter de façon quelque peu idiosyncratique, pour ne pas dire personnelle, dans la mesure où je ne connais aucune façon canonique de parler de cette relation. Pour dire comment j'ai été conduit à réfléchir sur ce sujet, et pour saisir cette occasion de prolonger un peu la réflexion, je ne parlerai pas des problèmes moraux que le fait du cinéma lui-même semble soulever, par sa tendance à la violence et à l'érotisme, et en général par sa capacité à créer et à exiger des réactions extravagantes et aveugles à des événements banals. Je ne parlerai pas non plus de dilemmes moraux de premier plan, disons à propos de la peine capitale par exemple, comme dans Dead Man Walking, la dernière marche, 1995, ou à propos de la dénonciation de scandales, comme dans The Insider, Révélation, 1999, ou de la désobéissance civile, comme dans Gandhi, 1982, ou du macartisme, comme dans The Front, le prête-nom, 1976, ou sur l'avortement, comme dans Love with the Proper Stranger, une certaine rencontre, 1963. Dans la mesure où de tels films, quel que soit leur mérite par ailleurs, tendent à obéir à la loi d'un certain type d'engagement populaire qui réduit nécessairement la complexité morale à des luttes entre le bien évident et le mal flagrant, ou entre des inversions ironiques de ces valeurs. Non que je pense qu'il n'est pas intéressant ou important de se demander pourquoi ces tendances prévalent dans le médium cinématographique, bien qu'il n'y ait probablement pas de grands bénéfices ni de grande instruction morale, à savoir si le crime en série, le cannibalisme, les éruptions volcaniques, le fait de brûler des gratte-ciel, de couler des bateaux qui n'ont pas assez de radeaux de secours, ou de mettre en scène des météores qui se dirigent vers la Terre sont de bonnes ou de mauvaises choses. Il vaut certainement la peine de se demander ce qu'est le cinéma pour pouvoir maintenir une relation si heureuse avec un si vaste public. Cela a peut-être à voir avec son pouvoir de créer des contextes spectaculaires dans lesquels la capacité humaine à improviser dans la pensée comme dans l'action est libérée de ce qui contraint en temps normal le jugement moral. Mais au cours des années, mon attention a été davantage attirée, et de plus en plus par des cas qui montrent une affinité entre le cinéma, les bons films et une conception particulière du bien, une conception qui traverse de façon oblique le fossé entre les univers kantiens et utilitaristes qui nourrissent nos théories morales dominantes dans les universités. Donc, pour commencer, il ne faut pas dire un mot de ce que j'entends par un bon film et proposer une caractérisation de cette conception différente du bien. Mon critère opératoire pour un bon film est qu'il supporte la sorte de critique que des œuvres sérieuses des arts classiques invitent et attendent, des œuvres qui attestent que le cinéma est le plus récent des grands arts, donc des œuvres dans lesquelles l'intérêt ou le désintérêt passionné du public trouve sa récompense dans une articulation des conditions de cet intérêt, telle qu'elle illumine et élargit la conscience,
que le public peut en avoir. Dans le cas du cinéma, il arrive parfois que des films jouissent d'une popularité mondiale pendant plusieurs dizaines d'années sans rien abandonner de leurs prétentions artistiques. Découvrir la profondeur intellectuelle et la conscience artistique des comédies et des mélodrames hollywoodiens que j'ai étudiés dans mes livres fut pour moi une révélation. En un mot, il m'a semblé découvrir que j'avais, comme l'a fait la culture américaine, elle-même en général, pris mon attachement et mes souvenirs de ces films pour acquis, supposant d'emblée qu'on ne pouvait en rendre compte autrement qu'en cherchant comment les écrivains, les acteurs, les metteurs en scène, les décorateurs et les photographes de ces films suivaient, adaptaient et remettaient en cause des techniques anciennes. Il allait de soi pendant des années de considérer les mélodrames hollywoodiens, que j'appelle mélodrames de la femme inconnue, comme des exemples non problématiques de ce que Hollywood appelait des films de femmes. Un des mélos, des films comme Letter from an Unknown Woman, Lettre d'une inconnue, de Max Ophuls, avec Johan Fontaine et Louis Jourdan, 1948. Gaslight Antise de Georges Cukor, avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, 1944. Now Voyager, une femme face à son destin, d'Irving Rapper, avec Bette Davis et Paul Henreid, 1942. Stella Dallas, de King Vidor, avec Barbara Stanwyck, 1937. Pourquoi et comment il fut pris pour acquis que de telles œuvres de l'art cinématographique étaient des cas obvis d'une forme connue de divertissement? Voilà qui ne doit pas être pris pour acquis. L'explication de cette présomption demande, me semble-t-il, une explication de la raison pour laquelle le cinéma, en tant que tel, n'a pas donné lieu à un discours suffisamment digne de lui. Pourquoi, par exemple, il reste en grande partie inconnu à la philosophie? Déprécier de tels films, ce n'est pas simplement échouer à reconnaître leur pouvoir esthétique, c'est imposer activement une certaine conception de leur vision morale. Même la lecture la plus évoluée de Now Voyager, qui voit un film patriarcal, qui reprend de façon non critique les excès de la société capitaliste finissante, mercantile et fétichiste, comprendra encore le personnage de Bette Davis, sa métamorphose de ce qu'elle appelle une vieille fille en une femme sophistiquée et audacieuse, comme sacrifiant sa vie au personnage de Paul Henreid et à son enfant orphelin. Ma contre-argumentation prend son départ dans la remarque suivante. L'idée que cette femme intelligente, puissante et pleine d'imagination se sacrifie pour un homme, dans le besoin, est précisément et explicitement l'idée que cet homme se fait d'elle, de sorte que si une telle conception est certes possible, qui voudra comprendre ce que la conception que cette femme a d'elle-même révèle de ses désirs, et ce qui, d'après la lecture que j'en ai, a à voir avec le fait qu'elle a survécu à cet homme, avec des aspirations qui dépassent largement le sentiment qu'il a d'être comme piégé et incapable de lui porter secours. Elle qui lui est reconnaissante des attentions qu'il a eues pour elle et qui lui furent salutaires, souhaitera probablement regarder dans une autre direction. C'est à ce point qu'entre en scène la conception particulière du bien avec laquelle une classe de films, dont l'étendue est indéfinie, a des affinités. C'est la conception que l'on trouvait dans ce que j'ai appelé le perfectionnisme émersonien, une conception à laquelle on accorde peu d'attention aujourd'hui dans l'enseignement moral, en comparaison du conflit dominant entre, disons, le kantisme et l'utilitarisme.